allons discuter en ce début d'après-midi de l'intérêt et l'importance des animations territoriales pour justement dynamiser le territoire et accompagner les projets vers des subventions et aussi des solutions vertueuses. Je laisse la parole à Marie. Merci. Donc du coup, cet après-midi, on se retrouve pour échanger sur la thématique du coup contrats territoriaux, un moyen pour mobiliser les acteurs et capitaliser sur la trame bleue. Alors, avant de laisser la parole aux intervenants, je vais revenir très rapidement sur qu'est-ce que c'est qu'un contrat de territoire. Donc c'est un outil qui est mis en place par l'Agence de l'eau et la région. Et qui va se définir à une échelle cohérente vis-à-vis des masses d'eau d'un territoire, donc souvent à une échelle hydrographique. Et donc on comprend que ça a tout intérêt pour justement la trame bleue. Donc cet outil va permettre une programmation pluriannuelle d'actions qui vont être assez variées. Ça va être sur des thématiques qualité, milieu, assainissement, gestion des ruissellements, voilà, en fonction des problématiques typiques d'un territoire. Et ces actions vont être menées par différents types d'acteurs. Donc ça peut être des collectivités, des aménageurs, des gestionnaires de transport, des associations. Et donc qui vont s'engager via la signature du contrat à la réalisation de ces actions. Et en contrepartie, donc les financeurs du contrat, donc en général donc l'Agence de l'eau et la région, vont s'engager à apporter une aide financière à ces actions-là dans la limite de leur programme d'action respectif et de leurs contraintes financières. Voilà. Donc pour le bon déroulé de la réunion, on prendra les questions à la fin s'il y en a. Et donc on va enchaîner les 3 présentations. Et donc pour commencer, donc on va commencer avec une présentation à double voix, donc qui va être réalisée par Charlotte Morin, qui est l'animatrice contrat sur le territoire Marne-Vive, et par Monsieur Xavier, qui travaille à Aropaport, et donc qui vont vous présenter une opération écologique de restauration des berges de Marne. Vous m'entendez ? Oui. Donc, bonjour. Donc, comme l'a dit Marie, nous allons vous présenter du coup comment l'animation territoriale a pu accompagner un projet de restauration écologique de berges sur le territoire Marne-Confluence. Donc, rapidement, je vais d'abord vous présenter le syndicat Marne-Vive. Donc, le syndicat Marne-Vive, c'est un syndicat mixte ouvert d'études et de conseils qui a été créé en 1993 et qui a pour objectif principal la reconquête des cours d'eau de son territoire. Donc son territoire correspond au bassin versant aval de la Marne, donc il comprend les 30 derniers kilomètres de Marne jusqu'à sa confluence avec la Seine, et donc il traverse 3 départements, la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Le syndicat Marne-Vive est également la structure porteuse du SAGE Marne-Confluence et des différents contrats successifs que la structure a pu porter. Le port de Bonneuil, donc Aropaport, moi je suis chargé d'opération spécifiquement sur l'agence Seine-Amont et plus spécifiquement le port de Bonneuil. C'est 200 hectares de terrain domaine public fluvial, plus de 100 entreprises et une activité portuaire qui est principalement concentrée comme on le voit sur la slide, sur les darses centrales et darses sud. Juste en une phrase, il y a 10 jours, nous avons commémoré l'armistice du 11 novembre, donc la fin de la Première Guerre mondiale. Le port de Bonneuil a été construit en 1916 pour les besoins d'amener de matériel sur le front de l'Est. Donc c'est un port qui a été fortement industrialisé sur la partie Marne. Aujourd'hui, le constat que Aropa a fait, donc c'est une qualité écologique et paysagère qui est très remarquable, mais également des érosions de berges qui sont dues à la fois au bâtillage, mais aux crues et aux décrues de la Marne. Et depuis 2018, donc, nous nous sommes inscrits fortement donc, auprès de notre schéma d'aménagement et de développement durable pour, dans un premier temps, renaturer et reprofiler les berges, mais également prendre en compte l'aspect paysager et améliorer l'acceptation du port dans son environnement à travers la mise en place de circulation douce en bord de Marne. Voilà, donc concernant l'accompagnement du syndicat par le port, donc il faut savoir qu'il date depuis de nombreuses années, puisqu'en fait un premier projet de restauration écologique de berges, des berges du port avait été accompagné par le syndicat en 2003. Donc vous voyez ici, il s'agissait de 2 zones situées plutôt à l'aval des berges du port qui ont été restaurées en roselière, comme vous le voyez sur la photo.
Donc voilà, 600 mètres linéaires avaient pu être restaurés à ce moment-là. Et donc le syndicat a souhaité poursuivre l'accompagnement suite à ce premier projet. Donc pour cela, nous avons réalisé plusieurs choses. Tout d'abord, nous avons mis en place un suivi de paramètres hydrobiologiques, notamment sur les roselières qui avaient été restaurées, ce qui a permis de montrer les résultats et donc la plus-value écologique de ce type de projet. Et en parallèle, nous avons proposé au port de faire une visite en bateau des berges pour en fait avoir la vue des berges depuis l'eau et non pas depuis la terre. Ce qui a permis d'échanger sur d'autres tronçons potentiellement à restaurer. Donc c'est ainsi qu'on a pu identifier ici, plutôt à l'amont, un autre tronçon qui pouvait être restauré écologiquement. Et donc ensuite, l'accompagnement du syndicat pour faire émerger ce projet a consisté en plusieurs choses. Donc tout d'abord, cette action a été inscrite au contrat Marne-Confluence. Comme on l'a vu ce matin, ces projets sont de longue durée. Donc en fait, la partie études avait été inscrite au contrat de territoire 2010-2015 et les travaux au contrat de territoire 2018-2023. Et donc l'accompagnement s'est concrétisé de la manière suivante. Tout d'abord, nous avons envoyé des exemples de cahiers des charges d'études similaires pour pouvoir donner des exemples au port de ce qui peut se faire. Ensuite, donc, nous avons participé à la relecture et à l'amendement du cahier des charges pour recruter le bureau d'études, notamment pour bien vérifier que les compétences du bureau d'études soient spécifiques pour ce type de projet. Et puis que les techniques utilisées soient également compatibles avec la vision de restauration écologique des berges qu'on en a. Le syndicat a ensuite participé à la commission d'appel d'offres auprès du port pour pouvoir choisir le bureau d'études. Nous avons également fait l'interface avec les financeurs et nous avons également relu le dossier de demande de subvention pour qu'il puisse bien être cohérent avec le projet et avec les demandes des financeurs. Et enfin, donc, nous avons participé à côté du port à la réunion publique du projet pour pouvoir leur porter un soutien d'un point de vue de l'intérêt écologique du projet. À ce stade, nous, au niveau de Aropa, donc du coup, ça nous a permis en interne de valider ce qui est chez nous un dossier de prise en considération qui valide l'opportunité, mais à la fois le montage opérationnel et financier. Et ensuite, donc ça c'était en 2017, et ensuite en 2018, le dossier de réalisation qui lui est beaucoup plus abouti avec tous les points techniques et qui détaille par phase le cahier des charges d'exécution et de suivi des prestations. Donc l'opération dans les grandes lignes, c'est 2,5 millions avec une participation de Aropa Port à hauteur de 1 540 000. Le linéaire, c'est 850 mètres linéaires de berge entre le viaduc du RER et le pont de Bonneuil. Et en termes de calendrier, nous avons respecté les périodes de végétation de la faune et également de la flore, à savoir que les interventions se tenaient principalement dans la période de automne-hiver. Donc hiver 2018-2019 et 2019-2020 pour la première phase entre le viaduc du RER, donc c'est en vert, et ce qu'on a chez nous qui est le hameau du Moulin Bateau, qui est une emprise privée en berge, et une emprise historique. Hiver 2021-2022, la deuxième phase donc, qui est en orange sur la slide. Et enfin, l'hiver 2022-2023 a été mis à profit pour toutes les reprises de végétaux et la sécurisation du cheminement piéton. Donc, ces aménagements ont été réalisés souvent 3 types de travaux que certains d'entre vous ici dans la salle connaissent certainement. Des techniques mixtes. Ici, ce que vous voyez de gauche à droite, c'est avant, pendant, après. Principalement le port, donc comme je vous le disais, fortement entreprisé avec un historique d'industrie porté sur le côté Marne, un franc de bâti que vous voyez qui est très proche de la berge et un talus qui lui est érodé mais qui ne permet pas forcément un recul important. Dans ces cas-là, donc on s'est retrouvé avec technique de mise en place d'enrochement, recépage de pales planches. Les pales planches n'ont pas pu être retirées puisqu'il fallait maintenir la stabilité de la berge et installation de lits de plan et plançant sur une toile de géonate. Et enfin, à droite, vous avez pratiquement un an et demi après, la nature qui a repris ses droits sur cette berge.
À nouveau en technique mixte, un autre site qui est un peu plus près du pont, où là du coup, si je vous invite à regarder côté droit, vous avez un site qui a été fortement dégradé par l'activité humaine avec des cheminements piétons bétonnés et des récupérations d'eau pluviale carrément en bord de Marne. Et sur la deuxième slide à partant de la droite, vous voyez que le site était occupé jusque sur les berges. Donc il y a eu un gros travail du maître d'ouvrage Aropa pour réaligner les berges, donc un gros travail au niveau foncier. Et ensuite, on a pu passer aux phases opérationnelles, donc mise en place retalutage, toujours un empierrement avec recépage des pales planches pour maintenir la stabilité, mise en place de géonates et plantation de pieux bois qui vont recevoir les fascines mortes. Une autre partie des tronçons a été traitée en technique végétale pure avec mise en place de plages d'élophytes et prise en compte des cheminements piétons. Donc ce que vous voyez, c'est avant une clôture d'un restaurant d'entreprise qui, elle, est carrément au bord de la berge. Et vous devinez donc l'érosion de la berge qu'on constate. Nous sommes intervenus pour consolider cette berge et permettre le cheminement piéton, mais à la fois, ce qu'on voit sur la slide du milieu, compléter les plantations. Il y a eu environ 150 arbres qui ont été plantés en compensation sur ce projet. Et un peu plus loin sur le même tronçon, là, ce que vous voyez sur la slide de gauche, donc on devine en fond un industriel qui, lui, allait carrément jusqu'en bord de Marne, donc pareil, un gros travail foncier de recul. Et ici, on avait beaucoup plus de place, on était beaucoup plus à l'aise pour avoir une vraie ponte de talus avec mise en place de plages d'élophytes. Et les filets que vous voyez, c'est pour permettre à la faune de se développer le temps qu'elle arrive à maturité. Voilà. Et un dernier type d'aménagement, entre guillemets, simplement en assainissement végétal, toujours après recul des parcelles, un éclaircissement de la végétation existante et des plantations complémentaires en quinconce pour densifier le couvert végétal vis-à-vis notamment des riverains de la ville d'en face de la Marne, la ville de Saint-Maur. Voilà. Dans les grandes lignes, pour nous, Aropa, dans le cadre de ce colloque, ce qui était important, c'est de noter que l'appui du syndicat était important à la fois pour la sélection de l'assistant à maîtrise d'ouvrage en phase préalable, en phase d'études, qui fixe aussi le cahier des charges, mais aussi l'assistant à maîtrise d'œuvre, parce que nous avons pu, avec nos moyens, réaliser la maîtrise d'œuvre pour la partie purement terrassement, mais la maîtrise d'œuvre du suivi généalogique, on a fait appel du coup à l'appui du syndicat pour la sélection du prestataire et surtout un accompagnement après en phase de concertation pour s'assurer de l'acceptation du projet. Je te redonne la parole. Voilà, et donc pour conclure, une fois que l'opération est réalisée, l'accompagnement du syndicat, en fait, il se poursuit par notamment la mise en valeur de ce type de projet qui est pour nous une réussite sur le territoire. Et donc pour cela, on essaie de le mettre en valeur dans des journées comme celle d'aujourd'hui et on organise aussi quand on peut des visites de terrain. Donc là, vous avez les photos, par exemple, du comité de pilotage du contrat de 2023 où nous avions organisé une visite de terrain justement sur ces berges restaurées. Voilà. Merci. Donc du coup, on va enchaîner avec Fabien Roudil, qui est l'animateur du contrat de Lierre et qui va nous présenter les résultats d'une étude sur la déclinaison de la trame verte et bleue au niveau de leur bassin versant, donc de Lierre. Bonjour à tous, bonjour à toutes, et merci Gwenaëlle pour l'invitation, l'association Espace. Donc Fabien Roudil, je suis animateur sur le contrat de territoire, vous m'entendez bien, c'est bon, du bassin versant de Lierre, donc, qui se situe au sud-est de l'Île-de-France. Nous sommes entre 3 départements, le Val-de-Marne, l'Essonne et la Seine-et-Marne. Donc le contrat de territoire, il dure 5 ans. Il a commencé en 2021, il se termine en 2025. Et on est dans un contexte où le SAGE est en cours de finalisation de révision, le SAGE de Lierre. L'étude de la trame verte et bleue était vraiment un des études structurantes qui était une priorité dans ce contrat.
et qui a été cofinancé du coup par la région notamment, et donc le SIAGE et le Fonds vert. Donc je vais vous présenter rapidement du coup une synthèse et surtout la partie concertation de l'étude. Donc c'est vraiment la plus-value de l'animation du contrat dans cette partie-là. Ah, je suis dans l'envers. Alors, notre bassin versant, alors je ne sais pas s'il y a un pointeur, c'est là. Donc on se situe au sud-est de Paris et on a à peu près 15 à 20% du territoire d'Île-de-France. La particularité de notre territoire, c'est qu'il y a un chevelu très dense de cours d'eau. On a près de 900 km linéaires, donc autant d'interconnexions possibles entre le milieu aquatique et on voit qu'il y a, si on regarde les cartes du SRCE, du schéma régional, il y a des continuités avec les continuités vertes qui sont possibles à certains endroits. Donc c'est intéressant de s'intéresser à la trame bleue sur notre territoire, notamment sur les zones humides. Donc le bureau d'études, c'était Biotop qui a réalisé notre étude, et le SIAGE, c'est la structure porteuse du contrat, qui a la compétence GEMAPI sur l'ensemble du bassin versant et la compétence eau pluviale sur la partie aval et assainissement. Voilà, l'étude a duré 2 ans. On a eu une partie de diagnostic avec les différentes sous-trames. Je vais revenir rapidement sur comment a été fait le diagnostic. Et on a 1 an de plan d'action avec des ateliers de concertation qui ont été menés à l'échelle des établissements publics de coopération intercommunale. Donc, une partie diagnostic avec donc les livrables qui sont mis à disposition des intercommunalités sur le territoire pour notamment faciliter la révision des plans locaux d'urbanisme et plans intercommunaux, notamment dans le cadre de la loi climat qui impose du coup des orientations, des AOAP trame verte et bleue dans les documents d'urbanisme. Donc ça va être des outils que peuvent se saisir les collectivités pour leur faciliter le travail de la révision de leurs documents d'urbanisme. Donc il y a différentes sous-trames qui sont disponibles et des données voilà, qui ont été produites au cours de cette étude, des cartes d'enjeux, de synthèse des enjeux, qui sont identifiées sur 25 hectares, quel type d'action il faudrait mieux faire, s'il faut faire de la création, de la restauration ou de la préservation, voilà, qui serait plus pertinente pour restaurer la continuité écologique. Ensuite, on a des secteurs qui ont été priorisés par rapport à des opportunités et comment a été priorisées les actions. Donc tout ça, c'est expliqué dans le rendu et on aboutit à la fin à une 40 fiches d'actions par thème qui peuvent être déclinées localement et pris selon la compétence des intercos sur le territoire ou par d'autres acteurs. Donc il y a 3 espèces cibles qui ont été choisies dans le cadre du diagnostic pour l'écologie. Donc il y avait par exemple le brochet pour la vandoise et la truite fario. Bon, la truite fario n'est pas présente sur le bassin, mais ils se sont servis de l'écologie. Donc à la fin, ça aboutit à une carte à l'échelle du bassin versant, plus un tampon. Non, c'est juste à titre d'illustration que je vous ai mis ça, mais les cartes sont disponibles à l'échelle des EPCI aussi. Et on s'est basé sur l'occupation du sol de 2021, donc c'est une carte à un instant T. Avec la trame aquatique, la trame humide, la trame aquatique, ça va servir de support pour mettre en place des actions à l'échelle des masses d'eau. La carte, une synthèse des enjeux qui me permettent de visualiser quel type d'action il vaut mieux faire
Donc, ce que je disais, la préservation pour des réservoirs de biodiversité ou des restaurations pour des milieux qui ne sont pas encore fonctionnels ou la création, voire dans des zones où il va falloir mettre des haies, par exemple, pour implanter des haies pour créer des continuités vertes. Alors, je vais passer sur ces diapos, mais il y a eu des prospections terrain qui ont été réalisées dans la deuxième phase pour vérifier localement ce qui est sorti des ateliers de concertation. Donc, dans les ateliers de concertation, il y a eu plus de 400 collaborateurs qui ont participé à la concertation, à la création de ces fiches actions et du diagnostic. Donc, ça a été un point positif de l'étude, c'est vraiment de mettre les acteurs autour de la table et les faire travailler ensemble. Donc ça, c'est vraiment la base pour la réussite d'un projet et qui va permettre de faciliter maintenant qu'il y a un réseau qui s'est créé, de faciliter la mise en place des actions par la suite. Donc je passe donc des ateliers de concertation où on était 20-30 participants par atelier. On est allé aussi à Marne-des-Gondoires ce matin, ils étaient présents, qui faisaient partie de notre territoire. Et des partenaires techniques comme la Fédération de pêche ont participé aussi à ces ateliers. Donc là, le planning qui va jusqu'à novembre, on vient de terminer l'étude. Il reste encore une dernière étape de validation politique d'une ou deux actions pour la continuité, notamment la mise en œuvre du plan d'action. Donc ça, c'est en discussion. Je sais que sur le territoire coteau urbain, vous avez mis en place une charte. Donc il faut qu'on voit aussi le dispositif approprié qui convient au territoire aussi pour encourager la mise en place des actions. Donc il y a 6 axes dans le plan d'action qui ont été identifiés, de préservation, restauration, résolution d'éléments fragmentants, création en faveur des continuités éco, l'aspect sensibilisation et formation, et toujours un suivi avec l'amélioration des connaissances au niveau du territoire. Voilà, on avait fait aussi un dernier atelier commun avec les EPCI, où on a pu voir quelles étaient les actions prioritaires que souhaitaient mettre en place les intercommunalités. Et on a pu voir que celle la plus importante, c'était la déclinaison de la trame verte et bleue dans les documents d'urbanisme. Donc juste un dernier exemple pour terminer, c'est par exemple une action dont la maîtrise d'ouvrage est celle du SIAGE sur la GEMAPI, c'est le rétablissement de continuité écologique avec la reméandrisation de certains tronçons de cours d'eau. Donc là, on peut voir un exemple. L'idée sur les fiches actions, c'est qu'il y ait des données avec une carte disponible. Ensuite, un retour d'expérience qui parle aux élus, aux acteurs. Et ensuite, des définitions et des outils de levier financier et partenaires techniques qui peuvent être mobilisés pour réaliser l'action. Donc tout ça est présent dans les fiches actions et permet de faciliter la mise en œuvre des actions dans le prochain contrat de territoire notamment. Voilà, donc là des exemples des filières à brocher qui ont été mis en place. Donc je passe, voilà, parce que le temps a été écoulé. Je remercie, et puis si vous avez des questions, on pourra échanger. Merci. Et donc du coup, pour finir, on passe à la présentation de Gwenaëlle David, donc, qui est l'animatrice du contrat d'espace et donc qui va vous faire un retour sur les résultats quantitatifs, manques et besoins de l'outil contrat. Oui, bonjour. Je vais essayer de respecter le temps, comme par ailleurs je suis Madame Montre. Moi, je vais plutôt aborder la question quantitative. Donc ça va être un petit peu de chiffres, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. On va aborder directement un aspect historique. On parle de l'association Espace depuis ce matin, mais peut-être que certains et certaines d'entre vous ne connaissent pas très bien l'association. Donc l'association Espace est une association qui repose sur 3 piliers principaux.
l'insertion qui se fait notamment par l'écologie urbaine. Donc on a 16 chantiers d'insertion actuellement sur différents travaux, notamment de l'éco-pâturage, de la restauration des berges de Seine, pour ce qui concerne entre autres la trame bleue. Et puis un troisième pilier qui est celui de la sensibilisation à l'environnement. Donc c'est celui duquel je vais plus vous parler aujourd'hui, puisque c'est celui qui est en lien avec le contrat aux trames vertes et bleues climat. C'est dans l'autre sens. Pour ce qui est du contrat en propre au trames vertes et bleues climat, pour resituer un tout petit peu l'historique, au niveau d'espace, à partir de 2009, il y a des réflexions qui commencent à être portées sur la gouvernance de l'eau. On en a parlé ce matin, pour savoir comment sur aujourd'hui, ce qui est le bassin versant des plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine, l'eau doit être gérée. Pour cela, en 2010, on a un colloque qui a lieu sur la charte sur l'eau, qui engage donc à avoir une charte puis un contrat, mais pas un SAGE sur le bassin versant des plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine, ce qui a une incidence puisque ensuite, au niveau de notre contrat et de notre bassin versant, on repose uniquement sur du volontarisme. On n'a pas de contraintes posées sur le bassin versant au niveau des différents partenaires et des différents signataires de notre contrat. Donc on a eu une évolution au cours du temps avec la mise en place de la charte de l'eau, un premier contrat de bassin, une charte trame verte et bleue, puis le contrat actuel au trame verte et bleu climat qui se termine en 2024 et avec une supplantation un petit peu de ces chartes par le contrat, puisqu'on a eu une augmentation assez importante de nos signataires en passant de 48 à 66 signataires aujourd'hui par l'avenant qui a eu lieu en 2022 sur le contrat. On l'a dit tout à l'heure, mais en fin d'année, donc c'est la fin de ce contrat-là, et on est en train déjà de travailler au prochain contrat qui aura lieu, qui commencera en 2026. Donc sur notre bassin versant, juste en quelques mots, mais on a 80 communes qui sont situées sur le territoire. 6 départements, 12 intercommunalités. Et une petite particularité, c'est que notre contrat, nous le portons, mais il y a un contrat qui est par ailleurs porté par Paris, donc sur le territoire parisien, et pour lequel on n'a pas d'actions qui ont été inscrites et que nous n'accompagnons pas, en tout cas dans le cadre du contrat. Sur les partenaires, donc notre contrat est lié à 4 partenaires principaux, l'Agence de l'eau Seine-Normandie, la région Île-de-France, la métropole du Grand Paris et puis le PTB Seine-Grand Lac. Et le programme d'action, je le disais, qui a été mis en place est un programme pluriannuel qui engage les parties prenantes, les signataires, à réaliser les actions, mais seulement de manière volontaire. Vous allez voir que ça a une incidence ensuite sur les limites qu'on peut avoir au contrat. Un budget inscrit de près de 200 millions d'euros entre 2020 et 2023 et 359 actions engagées et 527 actions inscrites sur 2020-2023. Vous allez voir, c'est beaucoup de chiffres, mais ça a une incidence ensuite sur ce que je vais vous dire. Et enfin, en termes de subventions accordées depuis 2020, on a 61 millions par le biais de 312 dossiers de demande d'aide. C'est surtout ce chiffre-là qui va être important, puisque ensuite, en termes de... Si on regarde un petit peu la dynamisation du territoire sur le bassin versant depuis 2020, on a, alors ici, ce n'est pas des chiffres cumulés, c'est des chiffres par an. Donc on a démarré en 2020 avec près de 10 millions d'aides accordées par nos différents partenaires financiers, et on a eu une augmentation continue jusqu'en 2023 où on a près de 20 millions d'euros qui ont été financés par les partenaires. Ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que c'est arrivé, est-ce que c'est réellement le contrat qui a joué là-dedans. On a aussi cette même tendance-là sur le dépôt des dossiers qui sont réalisés. Donc les dépôts ici qu'on a accompagnés au niveau du contrat. Donc c'est la même chose, on part de environ 40 dépôts qui étaient réalisés en 2020. En 2023, on a plus d'une centaine de dépôts qui ont été réalisés sur l'année au niveau du contrat.
De la même manière, sur le nombre d'hectares déconnectés par an et le nombre d'hectares désimperméabilisés par an. En 2020, on était à près de 2 hectares, presque 4 hectares, et on est à presque 10 hectares, donc on a plus que doublé le nombre d'hectares déconnectés par an. Et on a aussi doublé, même plus que doublé, les hectares désimperméabilisés par an. Alors c'est aussi lié au fait qu'il y ait une évolution au niveau du 11e programme de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, mais qui a aussi été lié avec la sensibilisation qui est réalisée par la cellule d'animation. Donc cette sensibilisation, elle est faite par an en moyenne. Depuis 2020, on a eu entre 6 et 8 ateliers qui ont été menés au cours de l'année par la cellule, par l'animatrice et puis en plus la cellule d'animation, donc l'animation eau pluviale. Justement, l'animation eau pluviale a réellement une incidence sur ce qu'on identifie pour les dépôts de dossiers de demande de subvention. Alors on sait qu'il y a beaucoup d'animations justement au niveau francilien et donc au niveau global. Donc ça, c'est les chiffres issus de l'Agence de l'eau Seine-Normandie. On voit que là où il y a une présence, en fait, ici vous avez en violet la présence de l'animation pluviale. Et donc là où vous voyez tous les petits ronds, et plus ils sont gros, plus c'est un déraccordement important. C'est là où vous avez du déraccordement et des dossiers qui ont été déposés. Donc il y a vraiment un lien fort, en tout cas une corrélation entre présence de l'animation pluviale et puis des raccordements sur les projets. Donc pour montrer une ouverture sur notre contrat, donc je vous le disais, et qui se termine en 2024. En 2025, on aura un bilan qui sera réalisé et puis notre prochain contrat qui sera retravaillé avec un programme pluriannuel comme ce qui avait été fait pour le contrat 2020-2024. Avec des ateliers de sensibilisation sur les nouveaux enjeux du contrat, avec un enjeu de sobriété lié au 12e programme de l'Agence de l'eau qui va pouvoir être ajouté. Et puis, ce qui pose la question de la possibilité de la gestion dans les années à venir aussi par une seule animatrice de contrat, puisque 66 signataires et 565 actions aujourd'hui qui ont été inscrites au contrat, ça fait pas mal de projets à suivre et donc qui pose aussi la question de l'orientation vers de nouveaux postes, notamment d'animation de milieu. Voilà. Merci. Et du coup, est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle ? Merci. Oui, bonjour, Luc Blanchard, FNE Île-de-France. Moi, je voudrais revenir sur la première intervention parce qu'on a été invité par AROPA à visiter les aménagements de berges sur le port de Bonneuil. Et c'était tout à fait intéressant. Et le directeur du port qui nous accompagnait nous a dit que l'instance permanente de concertation qui a été mise en place à Bonneuil et auquel participent des associations de FNE, la LPO par exemple, avait été tout à fait moteur dans la réalisation de ces aménagements. Donc vous n'avez pas parlé de l'IPC, mais peut-être est-ce que vous pourriez nous en dire un mot ? Oui, vous avez raison. J'en ai pas parlé parce que je me suis un peu concentré sur la partie études et opérationnelle. Mais c'est vrai que dans le cadre des IPC, du coup, toutes les parties prenantes, que ce soit riverains, associations de pêcheurs, les représentants des communes avoisinantes, ont eu l'occasion d'exprimer leur vision du port et leur vision de l'intégration des berges dans le port. Moi et certains de mes collègues en tant qu'opérationnels, du coup, on était conviés à ces IPC, parce que ça nous permet aussi de mener les opérations, mais en ayant quand même l'optique d'une vision beaucoup plus globale et une vision en fait du résultat fini et de l'acceptation du projet, pour pas être simplement dans l'analyse
déplacement foncier, gestion des terres polluées, vérification des pentes de talus, contrôle avec un AMO de la partie vraiment opérationnelle. On a eu des remontées par rapport à... ces remontées nous ont permis notamment de densifier le couvert végétal à travers les plantations. Ça nous a permis de mettre en place des espaces d'aménité pour que les promeneurs puissent se reposer. Également, toute la partie sécurisation des berges qui n'a pas été développée dans l'exposé vient en partie de ces retours d'IPC.